On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Quelles sont les grandes tendances de l'industrie dans le monde de l'automobile pour 2018? Il va nous dire un peu ses impressions. Il est avocat, chroniqueur automobile, bien connu ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, participe au Guide de l'auto, écrit également dans le Canada français. Il vient d'avoir quelques salons. Le Salon de Montréal vient de se terminer. On fait le tour de la question avec Jean-François Guay. Vous savez, une fois de temps en temps, il faut se faire plaisir. Et se faire plaisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour un gars, et les femmes aussi un peu, mais parler de char, parler d'automobile. Avec qui? Avec notre avocat et chroniqueur automobile préféré, Jean-François Guay. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Mais d'ailleurs, on vient tout juste de sortir du Salon de l'Auto à Montréal, mais c'est aussi la saison des salons de l'Auto de Détroit, puis il y en a ailleurs aussi en Amérique du Nord. Donc, c'est pour vous, pour les chroniqueurs auto, c'est un peu enivrant aussi, parce que c'est un peu le début d'une nouvelle saison. Ça donne le ton pour la nouvelle année. Comme tu dis, c'est Los Angeles au mois de novembre, Détroit en même temps que celui de Montréal. Là, on va avoir Toronto au mois de février, Québec aussi. Il ne faut pas oublier Québec. Parce que Québec va avoir des nouveautés qu'il n'y avait pas à Montréal. Puis ça nous donne l'occasion d'aller visiter la ville de Québec. Puis il y a le Salon de la moto aussi qui s'en vient en février. Parce que le Salon de la moto, je vous dirais, c'est un super salon. On parle souvent au Salon de l'auto, mais quand on va au Salon de la moto, avec tous les nouveaux modèles qu'il y a, puis la panoplie de modèles, c'est extraordinaire. Ça nous permet de rêver. Bon. C'est quoi les grandes nouveautés, les grandes tendances? Parce que là, tu dis justement, il y a eu quelques salons, soit avant ou après les fêtes. Il y a eu celui de Montréal. Oui. Mais c'est quoi, dans le fond, les principales nouveautés auxquelles les manufacturiers veulent nous exposer cette année? Bien, je vous dirais qu'à Montréal, c'était des voitures hybrides, voitures électriques, même s'ils sont peu nombreuses. On sent que les manufacturiers ont mis l'emphase là-dessus à Montréal pour toutes sortes de raisons. Parce qu'on est au Québec, puis on sait qu'au Québec, les voitures électriques, on la cote, voiture hybride. Si on regarde le Salon de Détroit, mais on est en territoire américain, donc on a mis l'emphase sur les pick-up, les camionnettes. Il y a beaucoup de nouveautés au niveau des camionnettes. Puis il faut dire aussi qu'à Détroit, je me répète d'une année à l'autre, mais à Détroit, Détroit a perdu du lustre par rapport aux autres salons. Souvent, on se dit à Montréal, il n'y a pas toutes les nouveautés, soit, sauf qu'on a des marques exotiques. On pense à Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Rolls-Royce, Lotus. On a toutes les marques exotiques à Montréal, alors qu'à Détroit, il y avait une marque exotique, c'était Lamborghini, qui a dévoilé le VUS Urus. Mais pour le reste, il n'y avait aucune marque exotique. Dans le cas de Los Angeles? Los Angeles, il n'y avait pas beaucoup de marques exotiques cette année, comparativement à Montréal. Mais encore une fois, à Montréal, il faut remercier, je pense qu'on n'a pas le choix de passer ça sous silence, c'est les concessionnaires. C'est les concessionnaires de Montréal. Ils s'impliquent dans le Salon de l'Auto de Montréal. C'est du local. C'est sûr qu'ils ont de l'aide probablement des manufacturiers, mais je vous dirais, les efforts principaux sont faits par les concessionnaires de voitures exotiques. Bon. Tu faisais référence aux véhicules, soit électriques ou hybrides. Évidemment, à chaque année, on dirait qu'ils s'en rajoutent, ou même dans certains cas, on a vu des modèles qui ont été lancés dans le passé et qui, là, sont dans leur deuxième ou leur troisième version. Oui. Qu'est-ce qu'on a de nouveau là-dessus? En quoi c'est différent aujourd'hui de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? C'est quoi les différences qu'on a aujourd'hui dans le véhicule électrique ou hybride, là? Bien, on a plus de choix. Si on regarde du côté des voitures électriques, mais Hyundai s'est impliqué. En 2017, ils ont dévoilé la Ioniq, qui est une motorisation hybride, voiture électrique et hybride rechargeable. Donc, il y a 3 types de motorisation. Mais la nouveauté pour 2018, moi, je vous dirais, c'est la Nissan Leaf, qui est une nouvelle génération qui abandonne son look, son allure un peu bizarroïde. Là, c'est plus conventionnel, puis quant à moi, c'est plus réussi. Peut-être qu'ils vont aller chercher une nouvelle clientèle avec ça. Ils ont grossi aussi la batterie. La batterie est plus puissante. Donc, l'autonomie devrait être en théorie d'environ 240 km. Ce qui est quand même beaucoup mieux, parce que la première version, elle était de quoi? 100... Ça dépendait il y a eu 2 batteries. Je vous dirais, moi, disons qu'aux alentours de 160. Ouais. On se trompe, plus ou moins 160. Il ne faut pas rouler trop vite. Exactement. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Bien, quand il fait froid, là, on est au mois de janvier, début février, on peut parler de ça. C'est sûr que les froids qu'on a eus, comme pendant le temps des fêtes cette année, en 2017, l'autonomie des batteries pouvait être réduite de 50 %.
Donc, un véhicule que Mais il y a aussi l'usure du véhicule, parce que tout récemment, j'en parlais, peut-être pas en entrevue, mais j'en parlais avant l'entrevue avec le conseiller municipal Jean Fontaine, qui était probablement le premier à s'acheter une Leaf ici à Saint-Jean. OK. Jean Fontaine est un enseignant, travaille à Montréal, habite à Saint-Eugène. Bon, dans les premières années, ça allait bien, mais il ne fallait pas qu'il roule plus que 90 kilos sur la 10. Puis quand il arrivait chez lui le soir, il lui restait peut-être 5-10 km d'autonomie. Et là, je lui ai reposé la question. Ça fait quand même plus de 5 ans qu'il l'a. Là, évidemment, il la recharge à l'école où il travaille à Montréal. Parce que sinon, 5 ans plus tard, la batterie n'a plus la même capacité qu'à l'an 1 ou à l'an 2. Effectivement, c'est comme un téléphone cellulaire. C'est comme un téléphone cellulaire. La pile finit par... À perdre de son efficacité. Exactement. Donc, c'est un peu la même chose avec des vieux véhicules. Donc, les gens qui veulent s'acheter une voiture électrique d'occasion, ils doivent tenir compte là, que l'autonomie est réduite par rapport à un modèle neuf. Bon, il y a ça. Mais en même temps, il y a aussi les véhicules de la gamme Tesla. Tesla, quand même, c'est quand même assez bien installé. Oui, mais Tesla n'était pas au Salon de l'Auto de Montréal cette année. Pourquoi? Bien, c'est toujours... C'est bizarre, Tesla. Ils l'ont déjà été, parce que je suis allé il y a 2-3 ans, puis Tesla c'est vrai, il était là. Il était là à l'entrée, même. Il nous offrait des... Effectivement, il était là. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est le concessionnaire. Hein? Il n'y a pas beaucoup de concessionnaires au Québec. En tout cas, il y en a un à Montréal. Pourquoi il ne s'est pas impliqué, je ne le sais pas. Ça aurait été plaisant de voir Tesla sur place, surtout qu'on est au Québec. On est un peu la Californie du Canada au niveau des voitures électriques. Mais il n'était pas là. Moi, je pense que c'est une question de budget. Puis Tesla, on ne se le cachera pas. Si on regarde ce qui s'est passé avant les fêtes, ils ont beaucoup de misère à faire de la livraison du modèle 3. Hein? Puis il y a un déficit important, là. Il y a des pertes qui ont été accumulées au troisième trimestre. Si mes informations sont bonnes, si je regarde les journaux économiques par rapport à ça, on parle de 700 millions de dollars de pertes. C'est sûr qu'au niveau boursier, ils sont très bien cotés au niveau des actions, tout ça, mais il y a des pertes aussi. Mais probablement que c'est des jeux comptables là, pour être capable de dire que la compagnie est rentable, tout ça. Mais à un moment donné, ça va soit que quelqu'un d'autre les achète. Hein? On regarde Renault ou Nissan qui ont acheté Mitsubishi. C'est sûr qu'il y a d'autres fusions qui sont à venir, peut-être, entre les grands manufacturiers, mais Tesla pourrait éventuellement peut-être être vendu. Mais c'est quoi actuellement les parts de marché des véhicules électriques ou hybrides là, actuellement? Là? Tu sais, quand tu regardes la quantité de véhicules qui se vend au Québec ou au Canada, c'est quoi la proportion des véhicules électriques et hybrides? C'est moins d'1 on s'entend. C'est encore ça? Bien oui, c'est encore ça, parce qu'il n'y a pas assez de modèles sur le marché. Présentement, il y a environ 20 000 véhicules électriques hybrides qui roulent au Québec. Hein? Mais ce qui manque, c'est des multisegments, des VUS. Parce que présentement, c'est les VUS qui se vendent au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. Ils se vendent, je vous dirais, moi, peut-être 6-7 VUS contre 3 ou 4 voitures. C'est 60 70 le marché des VUS, camionnettes, fourgonnettes. Oui, puis on s'entend que dans le VUS, là, il y a des petits, des très-petits, des moyens-petits, des moyens-moyens. Puis là, écoute, c'est incroyable. Tu regardes dans certaines gammes de manufacturiers, tu peux avoir quasiment 5 à 6 modèles différents de VUS. Là. Effectivement. Tu pars je prends Nissan avec le Qashqai, là, qui est un petit, puis tu finis à l'autre bout avec un Sequoia chez Toyota. Tu sais, c'est comme... c'est très large. C'est large. Puis cette année, un véhicule qui a attiré beaucoup l'attention à Montréal, c'est le Mitsubishi Outlander PHEV. Ça fait 4-5 ans que Mitsubishi nous annonce ce véhicule-là. Ce véhicule-là est vendu en Europe depuis plusieurs années. Là, chez nous, il vient d'arriver, mais c'est le premier hybride rechargeable abordable. Parce que tu as le RAV4 hybride qui permet de réduire la consommation, mais un hybride rechargeable, on parle peut-être d'une autonomie là, de 40 km en mode Mais d'ailleurs, électrique. tu me fais penser, parce que je discutais avec un ami chez Toyota l'autre jour qui me disait notamment que le RAV4 hybride, ils ont augmenté la capacité de remorquage à 3005. Okay. Un peu comme une caravane où tu peux traîner une petite roulotte ou une tente roulotte, alors qu'auparavant, la première version du RAV4 ne peut pas tirer plus que 1500 livres. Là. Effectivement. Donc là, puis même, c'est pas recommandé souvent. Puis même, c'est pas recommandé. Donc, on voit que là-dessus, le manufacturier s'est dit, il y a peut-être des gens qui achèteraient un RAV4 hybride, mais parce qu'ils ne peuvent pas traîner plus que 2000, disons, ils vont acheter d'autres choses parce qu'ils ont une petite roulotte puis ils veulent la traîner avec ça. Oui, effectivement, mais un VUS, souvent aussi, c'est pas seulement du remorquage. Pour l'espace, de chargement, c'est d'avoir traction intégrale aussi, les 4 roues motrices. Parce que si on regarde des voitures électriques hybrides, à part de Tesla, il
il n'y a pas vraiment, au niveau des voitures, oui. L'affaire que je suis en train de me demander, c'est si les VUS sont si populaires pour différentes raisons, le remorquage, les enfants, la troisième banquette, des fois, tout ça, est-ce qu'on est en train un peu de délaisser le marché des caravanes? Les caravanes, ça se maintient. Ça se maintient? Ça a déjà été très populaire. Les caravanes, et même année, les fourgonnettes, le marché a diminué beaucoup. Puis là, ils ont repris des parts de marché. Parce qu'il faut dire aussi que c'est toujours quand même abordable par rapport à des grands VUS. Mettons quelqu'un... Ça se peut-tu que la nouvelle génération soit moins encline à en acheter? Moi, je regarde mon fils ou mon gendre ou mes gendres. Puis là, des fois, à la blague, je lui dis, bien, les gars, un jour, quand vous allez avoir des enfants, vous allez vous acheter une caravane. Moi, je l'ai fait. Ouais. Je suis passé d'une Mazda MX-6 à une caravane. C'est arrivé dans ma vie. Ouais. Et là, il me dit, non, regarde, nous autres, ça ne nous arrivera pas. On va s'acheter un pick-up, on va s'acheter un VUS, mais c'est pas vrai qu'on va s'acheter un véhicule avec des portes coulissantes. C'est comme si les 20-30 ans n'ont pas le goût de s'acheter des caravanes. Peut-être qu'ils vont changer d'idée. Là. Mm-hmm. Mais c'est parce que pendant le salon de l'auto, moi, j'ai rencontré des visiteurs, puis il y a des gens qui sont venus me voir, ils ont 5 enfants. C'est sûr, si tu as 5 enfants, puis tu regardes un RAV4 ou même un Toyota Highlander à la limite, ou un Volkswagen Atlas, ça, c'est des 7 passagers. Mais la troisième banquette, là, c'est petit. Tu prends pas des gros genoux. Donc, c'est peut-être mieux d'aller avec une... Les gens, souvent, n'ont pas le choix que d'aller vers une fourgonnette. Mais les portes coulissantes dans les stationnements de centres d'achat, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Parce que les enfants n'accrochent pas véhicule, t'es ça. Effectivement. On peut aussi placer facilement les sièges d'appoint, les sièges d'enfants. Puis, il y a plus... quand on relève aussi, la troisième banquette est en place. Ça se maintient, là, les caravanes. Là. Oui, ça se maintient parce que pour 2018, Honda a redessiné l'Odyssey. Okay. Ah ouais. Vous avez une transmission à 9 vitesses, puis même à 10 vitesses si vous prenez la version la plus luxueuse. L'an passé, il y a eu la Chrysler Pacifica, qui est une hybride, même une hybride rechargeable. Il y a toujours la Dodge Grande Caravane qui demeure parce qu'elle est abordable pour les... C'est plus abordable là, que les autres. Parce que là, on s'entend qu'une fourgonnette, c'est rendu 35 000, 40 000 Tu as la Toyota Sienna qui est traction intégrale. Mais dans les tendances de l'industrie, là, tu fais mention là, des fameuses transmissions, le 8, 9, 10, 11 vitesses. C'est comme la course au nombre de vitesses. Ouais. Est-ce que ça sert bien l'industrie? Est-ce que, on parle parfois avec des concessionnaires qui disent « Ouais, là, ils nous ont mis une transmission 8 vitesses, mais j'aimais mieux l'autre d'avant. » Moi-même, j'ai expérimenté une transmission, un véhicule que j'adorais, mais une transmission de 9 vitesses à sa première version qui était totalement atroce, que j'ai détesté profondément. Je me demande si, sincèrement, il y en a d'autres qui trippent plus sur les CVT, qui est un autre genre de transmission. Mais est-ce qu'effectivement, c'est une tendance dans l'industrie qu'on s'en va vers ça? Là? Oui, parce que les manufacturiers, ils prennent tous les moyens possibles pour réduire la consommation. Donc, il y a le downsizing, qu'on appelle. On réduit la cylindrée des moteurs. Maintenant, il y a des moteurs turbo. Avant, les turbos, on ne faisait pas confiance à ça, mais avec la technologie, c'est plus fiable que c'était. Puis, on augmente aussi le nombre de rapports. Parce que la CVT, c'est parce que une boîte CVT, ça va pas... C'est pas plaisant pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime conduire une CVT. Puis une transmission automatique, si tu veux faire du remorquage, des choses comme ça, puis l'agrément de conduite, une transmission avec des rapports précis. C'est différent. Moi, je vais te dire, depuis 2-3 mois, j'utilise une CVT dans un Nissan Pathfinder. Ouais. Et honnêtement, j'adore ça. Pour la conduite en ville, je trouve que ça donne pas de coup, ce que j'ai déjà eu dans le passé. J'aime ça. Ouais. Mais je ne l'ai pas essayé en remorquage. Là, je pourrais pas te dire avec une roulotte de 5000 livres ce que ça donne. Là. Mais pour la ville, honnêtement, là, ça va bien. Je ne peux pas dire que ça va pas bien. Mais dans un véhicule plus petit, parce qu'on a aussi un véhicule plus petit qui est avec une CVT, c'est sûr que là, tu entends le bruit... Ça scelle un petit peu. Oui, c'est différent. Mais c'est sûr que les CVT, on va les retrouver davantage sur les petits véhicules. Ouais. Des gros véhicules, c'est plus rare. On parle d'un Pathfinder, c'est un des rares VUS de taille intermédiaire qui ont une boîte CVT. La plupart des autres ont des boîtes avec des étages, à étagement. Mais cela dit, ça évolue d'une année à l'autre. Moi, je vous dirais que d'ici... Parce que là, on est rendu à 10 vitesses chez Ford. Mustang à 10 vitesses. Lincoln Navigator, Ford Expedition avec 10 vitesses. Donc, même chez GM, la Camaro a 10 vitesses. Donc, on s'en va vers le 10. Éventuellement, on s'en va-tu vers le 11 ou le 12? Ouais. Mais on est toujours dans les transmissions automatiques. Oui. Parce que les véhicules manuels, dépasser 6 vitesses, il y en a de moins en moins, des boîtes manuelles. Ouais. Ça a moins la cote. Là. Ça a moins la cote parce que même il y a des manufacturiers, si on regarde la Subaru Outback, ils étaient tous fiers l'an passé, Subaru en 2017,
de nous dire que la Outback était disponible avec la boîte manuelle. Cette année, ils l'ont retiré. Puis il y a beaucoup de manufacturiers parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Il n'y a pas de marché. Les véhicules restent dans la cour. Les concessionnaires ne sont pas capables de les vendre. Ils ont trouvé de faire des rabais. Puis ça représente quoi? 4-5 des ventes? Si on prend ça par groupe de manufacturiers, là, si on prend les Américains, là, toute la famille GM, Ford, Chrysler, Dodge et compagnie, là, c'est quoi les véhicules à surveiller cette année, là, du côté américain? Bien, du côté américain, bon, première des choses, du côté, si on regarde chez Ford, c'est sûr qu'eux, présentement, là, ils mettent beaucoup l'emphase sur l'expédition, qui est un gros véhicule. Tantôt, tu parlais de fourgonnette. Les Américains sont friands de ces véhicules-là. Le Lincoln Navigator. Par contre, à l'autre extrémité, il y a l'EcoSport, qui est un VUS urbain, un peu comme la Fiat 500X, le Nissan Qashqai, comme tu parlais tantôt. Ce véhicule-là, ça fait longtemps que Ford nous l'annonçait. Ils nous l'ont présenté l'an dernier, mais là, cette année, ils l'ont redessiné. Là, il est plus au goût du jour. Je pense que ce véhicule-là va connaître du succès. Dans la famille GM? Famille GM, c'est un petit peu tranquille. Je te dirais, chez Cadillac, il n'y a pas grand-chose. Du côté de Buick, il y a le Buick Enclave. Du côté... Toujours la Bolt ou la Volt, là? La Bolt, qui est un modèle 2017. Est-ce qu'ils vont le répéter en 2018? La Bolt est toujours là. Elle est toujours là. Ouais, mais ce qui manque, moi, je pense, chez Chevrolet, c'est la même mécanique que la Volt, mais dans un VUS compact. À ce moment-là, on aurait un VUS hybride rechargeable avec un mécanisme, une mécanique qui est très à point, je pense. Ça, il manque ça. Mais GM, eux autres, là, à Détroit, ils ont dévoilé le Chevrolet Silverado, qui est une nouvelle camionnette. Puis ils vont mettre beaucoup l'emphase. Le Sierra s'en vient aussi éventuellement. Dans la famille Dodge, Chrysler, Jeep? Bien, ils ont redessiné le Wrangler. Le Wrangler qui est un classique. C'est sûr que le modèle se ressemble encore, parce que tu ne peux pas redessiner un classique là, de A à Z. Mais nouvelle mécanique. Ils vont garder le V6 à essence, mais il va avoir un 4 litres turbo à essence. Donc encore, on parlait de downsizing tantôt. On réduit les cylindres, on réduit aussi la cylindrée des moteurs en ajoutant un turbo, puis il va avoir un moteur diesel. Chez Ford aussi, il va avoir un moteur diesel dans le F-150. Un nouveau 3 litres, turbo diesel. C'est sûr que ça va faire augmenter la facture du véhicule, le prix, mais c'est sûr que la consommation va être réduite par rapport au moteur à essence. Chez les Japonais, Toyota, Honda, Nissan, qu'est-ce qu'on a? Toyota, bien là, Toyota nous a dévoilé la Mirai plutôt, voiture à hydrogène. Oui, c'est vrai. Il y a seulement, apparemment, moi je n'ai pas fait une recherche là-dessus, mais apparemment qu'il y a seulement 2 stations au Québec, là, des stations à hydrogène. Puis je pense qu'il y a un concessionnaire sur la Rive-Sud de Montréal qui a une station hydrogène. Un concessionnaire faut pas aller trop loin. Mais là, je sais que le gouvernement libéral met beaucoup d'emphase là-dessus. Par contre, il y a des environnementalistes là, qui sont vraiment au fait du dossier, eux autres, qui disent que ce n'est pas vraiment la solution. L'électrique est rendu trop loin. C'est un peu comme dans le temps, là, les vidéos bêta et VHS. À un moment donné, le VHS a pris là-dessus. Chez Honda, tu disais c'est principalement l'Odyssée. Honda, je vous dirais, moi, il y a l'Accord. La Honda Accord qui a été élue la voiture nord-américaine de l'année au Salon de Détroit, qui est en compétition à Détroit contre la Toyota Camry. Camry aussi qui était redessinée chez Toyota. Belle voiture. Dans le cas des deux, je les ai essayés. Personnellement, moi, je trouvais que la Camry avait fait un plus grand pas parce que c'est une conduite moins somnifère que l'ancien modèle. Mais Honda fait un sacré bel job aussi avec l'Accord. Chez Nissan, qu'est-ce qu'on a? Il y a la Leaf, tu disais tantôt. La Leaf. Il y a le nouveau Kicks qui remplace le Juke. Qui est plus petit que le Rogue, plus petit que le Qashqai. Puis le Juke, c'est un véhicule qui avait fait son temps. Je pense qu'il va être commercialisé ailleurs dans le monde, mais chez nous, ça va être le Kicks. Donc, c'est un petit VUS urbain qui est nouveau avec la Leaf. Bon, chez les Japonais, toujours, il y a chez aussi Mazda. la famille Mazda. Bien, Mazda, eux, ils ont déjà dévoilé le CX-7, le CX-5 plutôt, je m'excuse. Il y a un Mazda 6 avec un moteur turbo qui s'en vient. Du côté de Mitsubishi et de Subaru? Bien, Mitsubishi, on a le Outlander PHEV, hybride rechargeable. Subaru, mais il y a le A100, A-S-C-E-N-T, qui est un VUS à 3 rangées de sièges, qui remplace, on se rappellera, le Tribeca qui a pris sa retraite, heureusement. Et je vous dirais, moi, que ça va faire fureur, parce que la Outback est très cotée au Québec, familiale tout-terrain, puis l'Ascent, tu as l'impression que c'est une familiale
extra large. Tu n'as pas l'impression que c'est un VUS. Il faut l'avoir pour comprendre. Dans la famille Kia Hyundai. Kia Hyundai, là, c'est une bonne question. Chez Kia, vous avez la C'est un peu la même famille, là. Oui. La Sonata va être redessinée légèrement. Ils n'ont pas le choix parce qu'au niveau des berlines intermédiaires, il y a beaucoup de changements. Tantôt, on en a parlé, Honda Accord, Ouais, Toyota Camry. Vous avez aussi une nouvelle Hyundai Accent 5 portes qui a été redessinée. Je vous dirais aussi, il y a pas, on allait dire le Niro, mais ça, c'est chez Kia, le Kino. OK. C'est un petit VUS urbain qui va se classer sous le Tucson. OK. Et du côté de Kia, il y a la nouvelle Forte qui a été dévoilée à Montréal en 2019. Bon. Du côté de Vaux, on l'a vu un petit peu plus tôt dans l'année, là, le nouveau Tiguan, le nouvel Atlas, là, qui remplace un peu d'autres modèles qu'on avait, le Touareg notamment. Bon, c'est Volkswagen, c'est une marque qui a été un petit peu amochée avec l'histoire du diesel et compagnie. Ouais, mais ils ont quand même terminé. Mais ces deux véhicules-là sont quand même... je trouve que c'est une belle avancée quand on regarde l'ancien Tiguan, le nouveau Tiguan, ou même l'Atlas, là. C'est des beaux véhicules, là. Oui, c'est une belle avancée. Le Tiguan, il est plus long. Il y a un nouveau Jetta aussi, là. Nouvelle Jetta 2019 qui était ouais. présentée à Montréal. La Jetta qui est plus longue. Ouais. Le design aussi ressemble un petit peu à la Passat CC qui a pris sa retraite cette année. Par contre, ça fait en sorte que peut-être que la Passat aussi va avoir un nouveau rôle à jouer au sein de la gamme de Volkswagen. Ouais. Parce que là, avec la Jetta qui prend un peu de volume, mais là, les gens vont peut-être... La Passat va peut-être... être plus luxueuse un petit peu. Où ils vont redessiner. Puis il y a l'Arteon qui s'en vient aussi chez Volkswagen, qui est une berline haut de gamme, éventuellement, mais qui n'était pas à Montréal ni à Détroit. Du côté des Allemands, toujours, BM, Mercedes, Audi. Bien, chez Audi, ils ont le Q5 qui est nouveau pour 2018. À Montréal, ils nous ont présenté une nouvelle RS5, mais ça, c'est une voiture de niche, là. C'est une voiture de très haute performance. Nouvelle Audi R8 Spider aussi V10. Du côté de chez Mercedes, ce qui est intéressant, vous avez le GLC, qui est l'ancien GLK. Ouais. Ça, c'est le multisegment de taille compacte. Vous avez une version hybride rechargeable. Puis ce qui est bizarre ou pas, il faut brancher le cordon pour recharger la batterie, ça branche à l'arrière du véhicule et non pas sur le côté. Ça va peut-être être plus pratique là, dans certains endroits, parce que des fois, c'est un peu à l'étroit pour installer le... En tout cas, ça fait discuter les gens qui ont des bornes électriques à la maison, qui se demandaient comment ils étaient pour reculer la voiture. Et chez BMW? Chez BMW, vous avez la nouvelle M5, une berline de très haute performance, 600 chevaux, nouveau X1, nouveau X3. Donc, BMW redessine les VUS de taille compacte. Il y a une nouvelle série 6 aussi, GT. Okay. Ouais. Bon. Tu disais tantôt qu'à Détroit, évidemment, on avait mis l'emphase sur les pick-up. Quelqu'un qui nous regarde, là. Oui. Entre Ford, GM puis Chrysler, c'est lequel le meilleur pick-up? C'est-tu le 150? C'est-tu le Ram? C'est-tu le meilleur. Silverado, c'est ça, là, chez Chevrolet? Chevrolet, oui. Bien, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que quand on achète une camionnette, souvent, on va regarder le prix aussi. Ouais. Je dirais peut-être, là... En tout cas, non, vas-y. Finis ce que tu dis, là. Je pense que du côté de chez Ram, du côté de chez Chrysler, ils ont des sacrés bons rabais. Peut-être qu'ils sont moins chers que les deux autres. Moi, je vous dirais qu'au niveau de la fiabilité, je regarde plus GM. Parce que GM, ils améliorent leur modèle d'une année à l'autre, puis ça évolue tranquillement, puis c'est des motorisations qui ont fait leurs preuves. Hein? On regarde leur V8, tout ça. Puis chez Ford, on innove beaucoup. Hein? Transmission à 10 vitesses, carrosserie en aluminium, le nouveau V6 diesel cette année. GM s'en vient qu'il y a aussi un moteur diesel dans le Silverado. Mais... Donc, d'un côté, on a la fiabilité, l'innovation, puis le prix. Le prix. Mais Chrysler, il ne faut pas rien enlever au Ram, parce que le Ram a quand même, avait cette année, là, il ne l'a pas pour l'instant, mais il est un V6 3.6 turbo diesel qui va revenir éventuellement. Là. Ouais. Mais il ne faut pas oublier Nissan puis Toyota. C'est vrai, il y a d'autres véhicules. La Tundra qui évolue tranquillement, mais Nissan, eux, ils sont... On parle souvent des Américains pour les pick-up, mais les Japonais ont aussi des pick-up là, dans leur gamme. Effectivement. Mais chez Ford, tu as le Ford Ranger qui revient pour 2019, qui est une petite camionnette. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Apparemment que oui. Mais quand on regarde les prix, le prix d'une petite camionnette ou d'une grande camionnette, c'est pratiquement la même chose. Puis vous avez une meilleure valeur de revente avec une grande camionnette. Parce qu'à cause de la différence du taux de change avec les Américains, après 1 an ou 2, le concessionnaire va vous appeler, ils vont racheter le véhicule, puis ils vont le revendre aux États. Puis là, c'est-tu plate, l'émission est finie, puis on n'a même pas parlé de Jaguar.
je pense, au Salon de l'Auto de Montréal, les gens étaient chez Jaguar et Land Rover, davantage que chez Audi puis Mercedes. Sérieux? OK. Ça attire il y a beaucoup attire l'œil. Ça attire l'œil. Mais passer pour acheter? Bien, il n'y a pas beaucoup de concessionnaires. Non, je sais. Puis c'est pas donné. Non, je sais. Mais ils s'en viennent OK. Jaguar s'en vient en force. Jean-François, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne année. Pareillement. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. On les avait reçus à l'émission il n'y a pas tellement longtemps. Vous savez, il y a un nouvel hôtel du côté de Venise en Québec. Bien, le bâtiment aussi adjacent, c'est le Noah Spa. Bien, là, on est sur le point d'ouvrir. Ça va être l'ouverture officielle le 5 février prochain. Donc, une nouvelle destination, attraction là, du côté de Venise en Québec. Chaque semaine, on vous présente un extrait, en fait, des extraits des travaux du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, chaque dimanche matin, 9h30, c'est le traditionnel télébingo avec 4 000 $ en prix et 30 détaillants pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.